Sors et emmène cet enfant avec toi. Mon mari m'a jeté hors de la voiture, sous la pluie froide. Sa voiture a filé au loin. Je tremblais en serrant mon nouveau-né désespéré. Juste à ce moment, une BMW s'est arrêtée devant moi. Un homme est sorti. Avant même que je puisse réagir, il m'a regardé, la voix étouffée par l'émotion, « Je te cherche depuis 20 ans. Sors et emmène cet enfant avec toi. » Mon mari a poussé la portière de la voiture. Et la pluie froide m'a frappé comme une gifle. Je suis sorti, notre fils de 3 semaines dans les bras, et avant même que je puisse tirer la couverture. Sur son petit visage, les feux arrière de Ryan ont disparu dans l'obscurité. Puis une BMW noire s'est arrêtée à côté de moi. Un homme est sorti, m'a regardé une fois, et tout son visage a changé. Sa voix s'est brisée. Je te cherche depuis 20 ans. La première chose dont je me souviens de cette nuit-là, c'est le son. Pas la voix de Ryan, pas le claquement de la portière, pas même la pluie. C'était le petit cri effrayé que mon fils a poussé contre ma poitrine. Ce petit cri haletant que les nouveau-nés font quand l'air froid touche leur peau trop vite. Pendant une seconde, tout en moi s'est arrêté. Mon corps tremblait si fort que je pouvais à peine sentir mes doigts. Mais j'ai serré plus fort mes 2 bras autour de lui et j'ai tourné le dos au vent. La route était presque déserte. Nous vivions en dehors de Harrisburg, dans l'une de ces banlieues de Pennsylvanie où les maisons sont en retrait de la route, derrière des pelouses humides et des érables, où chaque allée a 2 voitures et où chaque famille a l'air respectable. Jusqu'à ce que l'on entende ce qui se passe après la tombée de la nuit. C'était fin novembre, près de minuit, et la pluie avait le genre de morsure glaciale qui la faisait ressembler à du sommeil. Mes chaussures s'enfonçaient dans le bas-côté boueux. Mon sweatshirt d'hôpital était déjà trempé. Ryan avait laissé mon téléphone dans la voiture. Il savait, il m'avait vu le chercher. Juste avant de pousser la portière. Il m'avait regardé et était parti quand même. Je suis resté là, essayant de réfléchir malgré la panique. Ma mère était morte la majeure partie de ma vie. Je n'avais pas de père, pas de frères et sœurs, pas de tante dont je pouvais encore réciter le numéro par cœur. La famille d'accueil avait une façon de vous apprendre à quel point chaque adresse était temporaire. Les quelques amis que j'avais étaient à 30 minutes, et je n'avais pas de téléphone, pas de portefeuille, pas de sac à langer, rien d'autre que le bébé, la couverture, et le goût du sang là où j'avais mordu l'intérieur de ma joue, essayant de ne pas pleurer devant Ryan. Puis des phares ont ralenti derrière moi. Au début, je me suis éloigné davantage de la route. Une femme seule à minuit avec un nouveau-né apprend la peur avant d'apprendre l'espoir. Mais la voiture n'est pas passée. Elle s'est arrêtée. La portière du conducteur s'est ouverte. Un homme grand est sorti. Peut-être la quarantaine, portant un pardessus foncé qui attrapait déjà là. Puis, il se déplaçait rapidement, mais pas imprudemment. Il a gardé suffisamment de distance pour que je ne panique pas. « Madame » a-t-il appelé par-dessus le temps. « Êtes-vous blessée » Je n'ai pas répondu. Tout mon corps s'était réduit à un seul instinct, protéger le bébé. Il s'est approché. Puis s'est arrêté à nouveau. Le faisceau des phares a frappé mon visage et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Pas de la pitié, pas de la curiosité, du choc. Ses yeux sont tombés sur la chaîne en argent à mon cou. La couverture avait glissé, et avec elle le petit pendentif ovale qui avait appartenu à ma mère. Pendant une seconde, il a eu l'air d'un homme qui avait vu un fantôme. « Ce collier » a-t-il dit doucement. « Où l'avez-vous eu » Ma gorge était comme à vif. C'était celui de ma mère. Il a pris une lente inspiration, et quand il m'a regardé à nouveau, il y avait quelque chose de presque instable sur son visage. Comment s'appelait-elle ? Je n'aurais pas dû répondre. Chaque instinct pratique me le disait. Mais il y a des moments où l'épuisement fait tomber tous les murs.
que l'on a construit pour survivre. Lena Carter. Il a fermé les yeux. La pluie coulait sur le côté de son visage. Quand il a parlé à nouveau, sa voix avait changé. Mon Dieu. Il a fait un autre pas, puis s'est arrêté. Je te cherche depuis 20 ans. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru que j'allais m'évanouir. J'ai resserré mon étreinte sur mon fils et j'ai reculé. Je ne vous connais pas. Non, a-t-il dit immédiatement. Non, bien sûr que non. Il a légèrement levé les deux mains, paumes ouvertes. Je m'appelle Daniel Mercer. J'étais un ami de votre mère. Je ne vous demande pas de me faire confiance tout de suite, mais votre bébé est gelé et vous devez le réchauffer. Mon fils a gémi de nouveau, et ce son a coupé toute autre pensée. Il avait raison. Je détestais qu'il ait raison. Daniel a bougé avec un calme attentif. Il a ouvert la portière arrière de la BMW et s'est éloigné pour que je puisse voir le siège arrière. Personne d'autre n'était à l'intérieur. Une couverture en laine propre était pliée là. Il ne m'a pas tendu la main. Il n'a pas touché le bébé. Il s'est simplement tenu sous la pluie et a attendu. Je suis monté. La chaleur m'a frappé si soudainement au visage que ça a presque fait mal. Mes mains tremblaient trop fort pour bien envelopper mon fils dans la couverture. Daniel est monté sur le siège du conducteur, a monté le chauffage et a quitté la route. L'urgence la plus proche est à 12 minutes, a-t-il dit. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Pendant les premières minutes, seuls les essuie-glaces ont parlé. Mon fils a commencé à se calmer contre moi, sa respiration devenant moins saccadée. J'ai observé chaque mouvement de Daniel. La façon dont il vérifiait les rétroviseurs. La façon dont il gardait les deux mains sur le volant. La façon dont il n'essayait pas de combler le silence avec des non-sens réconfortants. Finalement, j'ai demandé, comment connaissez-vous ma mère? Il a fixé l'horizon pendant une longue seconde. Je la connaissais il y a 20 ans. A-t-il dit, et je lui dois plus que je ne pourrai jamais rembourser. Ce n'était pas une réponse, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il l'a dit qui m'a empêché d'insister. L'hôpital était lumineux, suréclairé et presque douloureusement chaud. Une infirmière a jeté un coup d'œil à mes vêtements trempés et nous a fait entrer rapidement. Ils ont d'abord examiné le bébé, température, un peu basse, mais stable. Ils m'ont ensuite examiné. Légère exposition, tension artérielle élevée, pas de blessure grave. Je me suis assise sur une chaise en plastique. Mon fils dormant contre ma poitrine, tandis que l'adrénaline s'échappait de moi. Et soudain, je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Daniel est resté en dehors de la salle d'examen. Il n'a pas rôdé. Cela importait. 1 heure plus tard, un interne en pédiatrie a finalement souri. M'a dit que le bébé allait bien. Le soulagement fut si soudain et si profond que les larmes sont venues avant que je puisse les arrêter. J'ai détourné mon visage. Quand je suis sorti dans le couloir, Daniel se tenait près des distributeurs automatiques. Il tenait une tasse de café en papier dans une main, et il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le bord de la route. Émilie, a-t-il dit. J'ai gelé. Je ne lui avais pas dit mon nom. Il l'a vu sur mon visage. Votre bracelet. A-t-il dit doucement, en désignant le bracelet d'hôpital à mon poignet. J'ai regardé vers le bas et je me suis senti stupide. Il a posé le café. Il y a quelque chose que vous devez savoir, a-t-il dit. Mon estomac s'est serré. Il y a 20 ans, votre mère m'a appelé à l'aide. Elle m'a dit qu'elle partait. Elle m'a dit qu'elle vous emmenait avec elle. Il a avalé. Je lui ai dit que je viendrais. Le couloir a semblé soudainement très silencieux, et j'ai demandé. Sa mâchoire s'est serrée. J'étais en retard.
Les mots sont restés en suspens entre nous. Il a regardé au-delà de moi, vers l'enfant endormi dans mes bras. La nuit où je t'ai trouvé sur cette route, dit-il, la voix basse et rauque. J'ai vu la même pluie, la même peur. Et pendant une seconde, j'ai eu l'impression que Dieu m'avait ramené à cette nuit et m'avait dit que j'avais une chance de ne pas échouer à nouveau. Je ne pouvais pas parler. Mon fils a bougé dans son sommeil. Puis Daniel m'a regardé de nouveau, et il y avait quelque chose de plus lourd dans ses yeux maintenant, quelque chose qui ressemblait presque à de la terreur. Et Émilie, a-t-il dit, ton mari ne t'a pas seulement abandonné ce soir. Il a fait une pause. Il m'a rappelé l'homme que ta mère essayait de fuir. Les mots sont restés en suspens longtemps après que Daniel les ait prononcés, et pendant quelques secondes, je suis simplement resté là, mon fils endormi contre ma poitrine, écoutant le faible bourdonnement mécanique de l'hôpital à 2 heures du matin. Quelque part dans le couloir, une infirmière a ri doucement. Un chariot est passé. La lumière fluorescente a tout rendu plat et pâle. Sons ordinaires. Lumière ordinaire. Mais en moi, quelque chose avait changé. Mon premier instinct fut la colère. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je ne voulais pas le croire. Toute ma vie, j'avais survécu en apprenant ce qu'il ne fallait pas toucher. La famille d'accueil vous apprend cela. Il y a des pièces en vous-même que vous avez condamnées tôt, des questions sur vos parents, sur pourquoi personne n'est revenu, sur si vous aviez été oublié ou simplement pas digne d'intérêt. Vous apprenez à vivre autour de ces pièces. Vous apprenez à continuer d'avancer. Maintenant, un étranger en avait ouvert une. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai demandé. Le visage de Daniel s'est tendu. Pas ici. Cette réponse m'a rendu plus froide que la pluie. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça et partir. Je ne pars pas. Alors expliquez. Il a jeté un coup d'œil au bébé endormi dans mes bras. Vous n'avez pas dormi. Votre fils a besoin de chaleur. Vous avez besoin de nourriture. Je demande 1 heure, puis je vous dirai tout. Je détestais qu'il ait l'air raisonnable. Je détestais encore plus de n'avoir nulle part où aller. L'assistante sociale de nuit est passée quelques minutes plus tard. Elle était gentille, pratique, la cinquantaine, le genre de femme qui avait vu toutes les versions de catastrophes et ne perdait plus de mots à prétendre que la vie était juste. Elle m'a demandé si j'avais un endroit sûr où rester. J'ai dit non. Elle a demandé si je voulais appeler la police. Ma bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti. J'aurais dû dire oui. Ryan avait laissé sa femme et son nouveau-né au bord de la route, sous une pluie glaciale. Cela aurait dû être simple. Mais les abus sont rarement simples quand on est en plein dedans. Mon esprit n'arrêtait pas d'essayer de l'expliquer. Il était en colère. Il était stressé. Il ne le pensait pas. Il reviendrait. Même après ce qu'il avait fait. Une partie de moi protégeait encore la version de lui que j'avais passé 4 ans à aimer. L'assistante sociale m'a jeté un regard que j'ai immédiatement compris. Elle avait déjà vu des femmes faire ce silence. Puis Daniel a parlé doucement. J'ai une maison d'amis, entrée séparée, clé séparée. Émilie peut partir quand elle veut. Elle m'a regardé, pas lui. C'est votre choix? J'ai hoché la tête. Au moment où nous avons quitté l'hôpital, il était presque 4 heures du matin. La pluie s'était transformée en une fine brume, et les routes étaient presque vides. Mon fils Noah dormait dans un porte-bébé emprunté que l'hôpital nous avait donné. La BMW sentait légèrement le cuir et l'air d'hiver. J'ai regardé les lumières de la rue passer et j'ai essayé de ne pas penser. Daniel vivait en dehors de la ville, après un tronçon de route de campagne sombre bordé d'arbres. Nuée de vieux murs de pierre. La maison elle-même m'a surprise. Pas
Tapa accent Graveleuil, pas une de ces grandes maisons modernes construites pour impressionner les voisins. C'était une vieille maison en briques, avec un large porche, une lumière chaude. Dans 2 fenêtres du rez-de-chaussée. Un endroit qui semblait habité. Il m'a conduite non pas dans la maison principale, mais dans un petit cottage d'amis. Derrière celle-ci. Une chambre, une salle de bain. Le chauffage est déjà allumé. A-t-il dit, il y a du lait maternisé, de l'eau en bouteille, des serviettes propres. Ma femme de ménage vient 2 fois par semaine, mais personne n'entrera. Si vous ne le demandez pas. Il a posé une petite enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Il y a de l'argent. Juste au cas où. Je l'ai fixé. Je ne prends pas votre argent. Ce n'est pas de la charité. Alors qu'est-ce que c'est? Son visage était fatigué. Un homme qui essaie de s'assurer qu'une femme et son enfant ne restent plus sous la pluie. Il est parti avant que je puisse répondre. J'ai fermé la porte à clé derrière lui. Puis je suis resté là pendant presque 1 minute, écoutant. Rien. Pas de pas à la fenêtre. Pas d'ombre sous la porte. Pas de son, sauf la respiration de Noah. Pour la première fois depuis que Ryan avait arrêté la voiture, je me suis permis de pleurer. Pas bruyamment, juste assez pour que le corps libère ce qu'il ne pouvait plus porter. J'ai nourri Noah, l'ai changé, l'ai enveloppé dans une couverture, et me suis finalement assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Jusqu'à ce que l'aube rende le ciel gris pâle. À 7h30, mon téléphone a sonné. Pendant une seconde de panique, j'ai cru que c'était Ryan. C'était l'hôpital. Ils avaient retrouvé mon téléphone dans le sac d'admission aux urgences. J'avais dû le laisser là. Daniel était retourné à 6h et l'avait récupéré. J'ai fixé l'écran après la fin de l'appel. Il y avait 14 appels manqués, tous de Ryan. Puis un SMS, où diable es-tu? Un autre, ne fais rien de stupide. Et puis 10 minutes plus tard, tu m'as fait perdre mon sang-froid. On parlera. Quand tu seras calme. J'ai lu celui-là 3 fois. La pièce a semblé soudainement très silencieuse. Le voilà. Pas d'excuses. Pas de peur pour son fils. Pas de « Où es-tu? Es-tu en sécurité? Noah va bien ?» Juste le réarrangement silencieux du blâme. J'ai senti quelque chose en moi s'aiguiser. À 10h, Daniel a frappé une fois et a attendu dehors. Il avait apporté du café, du gruau, des couches et un sac de courses en papier de la pharmacie. Vous n'aviez pas à faire ça, ai-je dit. Oui, a-t-il dit. Je l'ai fait. Il est resté près de l'entrée. Vous m'avez demandé d'expliquer. J'ai hoché la tête. Il s'est assis en face de moi, les coudes sur les genoux, et pendant un long moment, il a regardé ses mains avant de parler. Le nom de votre mère est Helena Carter. Je l'ai rencontrée quand nous avions tous les deux 24 ans. Elle travaillait à temps partiel dans un bureau d'aide juridique à Harrisburg. J'étais un jeune associé dans un cabinet d'avocats. Assez jeune pour penser que je pouvais réparer le monde si je travaillais assez dur. Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi dans sa voix, seulement du souvenir. Elle était drôle, a-t-il dit doucement, vive, plus courageuse qu'elle ne le savait. Il m'a dit qu'elle s'était mariée jeune, trop jeune. L'homme avait du charmant public et de la colère en privé. Au moment où Daniel a compris à quel point c'était grave, elle essayait déjà de partir. Une nuit, elle m'a appelé. Elle a dit qu'elle avait assez d'argent pour un billet de bus. Elle a dit qu'elle vous avait. Elle a demandé si je pouvais la rencontrer. Sa gorge a bougé. J'ai dit oui. Il s'est arrêté là. Je connaissais déjà la suite. Mais vous étiez en retard. Il a hoché la tête. Quand je suis arrivé, la police était dehors. Lena était morte. J'ai senti tout l'air quitter ma poitrine.
Comment? Ses yeux se sont levés vers les miens. Ils ont conclu à un accident. Était-ce le cas? Non. Le mot a claqué. Alors pourquoi n'a-t-il pas été inculpé? Parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Parce qu'il avait de l'argent. Parce qu'il avait un avocat qui savait comment enterrer les faits. Parce qu'il y a 20 ans, les femmes perdaient des affaires. Comme ça tous les jours. Mes mains se sont serrées autour de la couverture de Noah. Et moi. Il a eu l'air de croire que cette question l'avait hanté pendant 2 décennies. Vous étiez parti. Il m'a dit que les services de protection de l'enfance m'avaient placé en urgence. Puis, il y avait eu des erreurs administratives, des transferts de comté, des dossiers scellés, des foyers d'accueil. Chaque fois qu'il s'approchait, la piste disparaissait. J'ai embauché des enquêteurs. J'ai continué à chercher pendant des années. Pourquoi? Il a rencontré mon regard. Parce que je lui avais promis. Le silence s'est étiré entre nous. Puis j'ai posé la question qui se formait. Depuis l'aube. Que vouliez-vous dire à propos de Ryan? Daniel s'est lentement penché en arrière. Je l'ai fait surveiller ce matin. J'ai regardé. Quoi? Vous avez été jeté d'une voiture avec un nouveau-né par un temps glacial. J'avais besoin de savoir s'il était un danger. C'était juste. Ça me mettait toujours mal à l'aise. Qu'avez-vous trouvé? Son visage s'est endurci d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Il a des dettes, plus qu'il ne vous l'a dit. Carte de crédit, prêt personnel, perte de jeu. J'ai senti la chaleur monter à mon visage. Non, Ryan ne joue pas. Il joue. J'ai secoué la tête automatiquement. Puis je me suis arrêté parce que soudain, je me suis souvenu. Les nuits tardives, les écrans cachés, les éclairs d'irritation. Quand j'entrais dans la pièce. Les mots suivants de Daniel sont venus. Prudemment. Et Émilie. Il a posé des questions. Quel genre de questions sur votre mère? Tout mon corps est devenu froid. Comment pourrait-il même savoir? Il a demandé des registres publics il y a 6 mois. Ma voix est sortie à peine plus qu'un murmure. Pourquoi? Daniel n'a pas répondu immédiatement. Quand il a finalement parlé, c'était très doucement. Parce qu'il a pu croire qu'il y avait de l'argent lié à votre famille. Je l'ai regardé. Noah a bougé dans son sommeil, et pour la première fois depuis 7 nuits sur la route, une pire pensée m'est venue à l'esprit. Peut-être que Ryan n'avait pas seulement cessé de m'aimer. Peut-être qu'il attendait quelque chose. Il y a un silence particulier qui suit la trahison, et il n'est ni bruyant ni dramatique. Il ne traverse pas les murs. Il s'installe. Il reste dans la pièce avec vous pendant que vous réchauffez un biberon, pendant que vous pliez une couverture. Pendant que vous fixez le dos de votre propre main et essayez de comprendre comment la vie que vous pensiez vivre est devenue autre chose sans que vous le voyiez. Les 2 jours suivants, j'ai à peine quitté le cottage d'amis. Noah dormait par courtes périodes incertaines, comme le font les nouveau-nés, et mon corps me semblait encore appartenir à quelqu'un d'autre. Je me remettais de l'accouchement, je dormais par fragments, me réveillant toutes les heures pour vérifier s'il respirait. Au milieu de cette fatigue ordinaire, mon mariage s'était brisé si soudainement que même les tâches simples semblaient irréelles. Ryan n'arrêtait pas d'appeler, parfois en colère, parfois s'excusant, parfois effrayé. Ces messages passaient par des étapes familières. D'abord le blâme. Puis le charme, puis l'indignation blessée. Tu m'as mis dans l'embarras. J'étais sous pression. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. S'il te plaît, réponds. Ne laisse pas les autres te monter la tête. Cette dernière phrase est restée avec moi. Les autres? Comme si la nuit
Elle-même ne s'était pas produite. Comme si la pluie froide, la route, le bébé. L'obscurité vide, rien de tout cela ne comptait à moins que quelqu'un d'autre ne le nomme. Le troisième matin, Daniel a frappé et a demandé si je me sentais assez forte pour aller en ville. J'ai dit oui avant de trop y réfléchir. Il a conduit. Je me suis assise sur le siège passager, Noah endormi derrière nous. Le cabinet d'avocat se trouvait sur Front Street à Harrisburg, au-dessus d'un petit cabinet d'expertise comptable. La plaque en laiton sur la porte indiquait Margaret Ellis, droit de la famille. Elle avait la soixantaine, des cheveux gris attachés en arrière, un blazer bleu marine, des yeux clairs. Elle avait le comportement calme et sans sentimentalisme des femmes qui ont passé 30 ans à regarder les gens mentir avec un langage poli. Elle a d'abord demandé des faits. Pas d'interprétation, pas d'émotion, juste des faits. Ryan vous a-t-il poussé? Savait-il que le bébé était avec vous? A-t-il laissé votre téléphone dans la voiture? Est-il revenu? J'ai répondu à chacune de ces questions. Elle a écrit tranquillement. Puis elle a posé son stylo. Ce qu'il a fait créer une exposition, a-t-elle dit, surtout avec un nouveau-né présent. Je veux des documents, des dossiers d'hôpital, des relevés téléphoniques, des messages textes, des relevés financiers, chaque morceau de papier que vous pouvez trouver. J'ai hoché la tête. Puis elle a posé la question la plus importante. Émilie, que voulez-vous? Cela aurait dû être facile. Au lieu de cela, je suis restée assise là pendant plusieurs secondes. Que voulais-je? Des excuses, revenir en arrière, comprendre. Peut-être. Mais sous tout cela, il y avait quelque chose de plus simple. Je veux qu'il cesse de me faire sentir que je suis celle qui a fait quelque chose de mal. Margaret a maintenu mon regard un instant, puis elle a dit que nous pouvions travailler avec ça. Cet après-midi-là, je me suis connecté à nos comptes conjoints pour la première fois depuis des semaines. Au début, rien ne semblait étrange. Frais d'épicerie, paiement d'hypothèque, services publics, essence. Puis j'ai continué à faire défiler. Il y avait des retraits que je ne reconnaissais pas. Des petits au début, 2 cents, 3 cents, $400, puis des transferts plus importants, des avances de fonds, des processeurs de paiement en ligne que je n'avais jamais vus. J'ai fixé les chiffres jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Ryan s'était toujours occupé de l'argent. Cela avait commencé innocemment. Il aimait les feuilles de calcul. Il était meilleur avec les chiffres. Il disait que cela simplifiait les choses pendant que j'étais enceinte. Maintenant, je comprenais ce que simplifier avait signifié. Le soir, Margaret a appelé. J'ai besoin que vous ne paniquiez pas, a-t-elle dit. Ce n'était pas ce qu'on voulait entendre d'une avocate. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait un examen préliminaire. Sa voix est restée calme. Il a des dettes importantes non garanties. Environ 48 000 $. Ma bouche est devenue sèche. Non. Oui. Comment est-ce possible? Carte de crédit, prêt personnel. Retrait d'espèces, plateforme de paris en ligne. Je me suis assise. Lourdement. 48 000 $. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais eu de ma vie. Et soudain, la dernière année s'est réorganisée dans mon esprit. Les nuits tardives, la tension chaque fois que les factures arrivaient, les étranges sautes d'humeur, la façon dont il avait commencé à traiter chaque petite dépense comme une accusation. J'avais pensé que c'était du stress. C'était de la peur. Et puis Margaret a dit autre chose. Il y a un autre problème. J'ai fermé les yeux. Dis-moi. Il y a 6 mois, Ryan a demandé des documents d'archives du comté liés à Lena Carter.
La pièce a semblé plus petite. Ma mère. Oui. Pourquoi? Ça, dit-elle doucement, c'est ce que nous devons découvrir. Cette nuit-là, je me suis assise en face de Daniel à la table de la cuisine du cottage d'amis, tandis que Noah dormait dans un berceau à côté de nous. Il avait apporté des plats à emporter d'un petit restaurant, sandwich à la dinde, soupe, café. Des choses normales, des choses humaines. J'avais à peine touché les miens. Ma mère possédait-elle quelque chose? J'ai demandé. Daniel a croisé les mains. Pas exactement. Alors quoi? Il a expiré lentement. Quand Lena est morte, il y avait une action civile en cours. Quel genre d'action? Une action en réparation pour mort injustifiée liée aux affaires de son mari. Je l'ai regardé. Vous avez dit que l'affaire était classée. L'affaire pénale l'était. L'affaire civile n'a jamais complètement disparu. Il a fait une pause. Il y avait un intérêt foncier, une petite parcelle en dehors du comté de Dauphin. Pas de grande valeur à l'époque. Elle est restée intacte pendant des années. Et maintenant, il y a du développement qui se déplace vers l'ouest. Entrepôt. Logistique, centre de distribution, la valeur des terres a changé. Mon esprit est immédiatement allé à Ryan. Il travaillait dans la logistique. Il saurait. Il saurait exactement combien, ai-je demandé? Daniel a hésité. Je ne sais pas exactement, mais assez pour que quelqu'un de désespéré s'en soucie. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Tout à coup, je me suis souvenu de petites choses que j'avais ignorées. Ryan me demandant si j'avais déjà cherché dans mon histoire familiale. Ryan proposant de m'aider à demander des dossiers scellés, juste au cas où. Ryan demandant si ma mère avait laissé des bijoux, des papiers, des actes de propriété. À l'époque, cela semblait de la curiosité. Maintenant, cela sonnait comme un inventaire. La prise de conscience ne m'a pas brisé d'un coup. Elle est entrée doucement, puis s'est répandue. Le pire n'était pas qu'il ait menti. C'était qu'il avait vu la partie la plus fragile de moi, la petite enfant abandonnée qui avait grandi en se demandant pourquoi personne n'était revenu. Et il avait plongé dans cette blessure parce qu'il pensait qu'il y avait peut-être quelque chose d'enterré là-bas qui valait la peine d'être pris. Je me suis levé. Si brusquement que ma chaise a raclé le sol. J'ai besoin d'air. Dehors, la nuit de novembre était devenue claire et froide. La pluie avait disparu. Le froid s'était aiguisé. Je me suis tenu sur le porche arrière, respirant jusqu'à ce que l'air fasse mal. Daniel est sorti une minute plus tard, mais a gardé ses distances. Émilie. Je ne me suis pas retourné. M'a-t-il jamais aimé? C'était la question que je n'avais pas voulu dire à voix haute. Daniel a pris son temps avant de répondre. Oui, a-t-il dit. Cela m'a assez surprise pour me faire le regarder. Vous pensez ça? Je le pense. Alors comment quelqu'un fait-il ça? Il a regardé au-delà de moi, dans la cour. Sombre. Les gens ne deviennent pas toujours cruels parce qu'ils n'ont jamais aimé. Parfois, ils deviennent cruels parce que la peur, la cupidité et la faiblesse finissent par devenir plus grandes que l'amour qu'ils avaient. Je suis resté là avec ça. Puis mon téléphone a vibré. Un message de Ryan. Elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Elle le fait toujours. Pendant une seconde, je n'ai pas compris. Puis j'ai vu la note transférée de Margaret. Elle l'avait interceptée. Elle avait été envoyée à un autre numéro, probablement la femme avec qui il couchait. Tout mon corps s'est immobilisé. Le voilà. Pas de culpabilité, pas de confusion, pas de regret, seulement la certitude. Il pensait savoir comment cela finirait. Je l'ai relu une fois de plus, puis j'ai verrouillé l'écran.
Et pour la première fois depuis la nuit où il m'avait laissé sous la pluie, j'ai ressenti quelque chose de plus stable que le chagrin. J'ai ressenti de la colère. Froide, propre, utile. La colère, quand elle s'est finalement installée en moi, n'était pas chaude. Elle était précise. Pendant près d'une semaine après que Margaret ait transmis le SMS de Ryan, je n'ai pas dit grand-chose. Cela a surpris Daniel au début. Il m'avait vu effrayé, secoué, épuisé. Maintenant, il observait quelque chose de plus calme se produire. J'ai cessé de réagir et j'ai commencé à faire attention. Chaque matin, je nourrissais Noah, le changeais, parcourais le petit cottage d'amis pendant qu'il dormait contre mon épaule. Puis je m'asseyais à la table de la cuisine, le café froid à côté de moi, et je parcourais des documents, relevés bancaires, relevés de cartes de crédit, papiers d'assurance, déclarations de revenus, journaux d'appels téléphoniques. Le rythme lui-même me calmait. Une page après l'autre, un fait après l'autre. Les chiffres n'avaient pas de charme. Ils ne s'excusaient pas. Ils ne réécrivaient pas la mémoire. Margaret appelait tous les 2 jours. Ne le confrontez pas encore, a-t-elle dit. Laissez-le parler. Les gens qui pensent avoir le contrôle finissent souvent par vous donner le reste. Elle avait raison. Ryan continuait d'envoyer des SMS. Au début, il était en colère. Que je ne sois pas rentré. Puis, il est devenu stratégique. Puis, presque tendre. Nous devons penser à Noah. Je sais que vous êtes émotive en ce moment. Tu n'as pas à rendre ça moche. Ce mot est resté avec moi. Moche. Comme si le fait d'avoir été jeté sur une route avec un nouveau-né n'avait pas déjà défini le mot. À la 2e semaine, Margaret avait brossé le premier tableau clair. Les pertes de jeu de Ryan étaient réelles. L'affaire était réelle aussi. Une femme nommée Melissa Grant, 32 ans, travaillait avec lui au cabinet de logistique de Carlisle. Leur message n'était pas romantique dans un sens significatif. Ils étaient pratiques, transactionnels, des plans impatients, des plaintes, de l'argent. Ils avaient emprunté sur des salaires futurs. Il avait utilisé l'une de nos cartes de crédit pour couvrir des avances de fonds. Étage 3 mois avant la naissance de Noah. Il avait discrètement téléchargé des formulaires de séparation légale. J'ai lu cette ligne 2 fois. 3 mois avant la naissance de notre fils. Alors que j'achetais des couches, que je choisissais la peinture pour la chambre d'enfant, que je restais éveillé la nuit en me demandant si je serais une bonne mère. Ce soir-là, Daniel m'a trouvé assise à la table de la cuisine longtemps. Après la tombée de la nuit. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il s'est simplement assis en face de moi. Il l'a planifié, ai-je dit. Son visage est resté impassible. Oui. Je n'arrête pas de me demander où j'ai pu le rater. Vous ne l'avez pas fait. J'aurais dû. Non. Sa voix était douce, mais assez ferme pour m'arrêter. La confiance n'est pas de la stupidité, Émilie. C'est ce que les gens honnêtes offrent avant d'avoir une raison de ne pas le faire. Cette phrase est restée avec moi. La rencontre avec Ryan a eu lieu 3 jours plus tard. Margaret le voulait, non pas parce qu'elle pensait une réconciliation possible, mais parce qu'elle voulait entendre comment il raconterait l'histoire, alors qu'il croyait encore que j'étais vulnérable. Il a choisi un café juste en dehors de Mechanicsburg. Un terrain neutre, suffisamment public pour paraître civilisé. Je suis arrivé 10 minutes en avance, Noah endormi dans son porte-bébé. Margaret était assise à 2 tables de là, lisant un journal. Ryan ne savait pas qu'elle était là. Il est entré, portant le manteau de laine grise que je lui avais acheté 2 Noëls auparavant. Pendant une seconde, j'ai vu l'homme que j'avais aimé. Puis j'ai vu l'hésitation dans ses yeux, quand il a remarqué que j'étais plus calme qu'il ne s'y attendait. Il s'est assis. Tu as l'air fatigué.
C'était son entrée en matière. Pas, tu. Va bien? Pas, comment va Noah? Vous avez laissé votre femme et votre nouveau-né sous une pluie glaciale, ai-je dit doucement. C'est là que nous commençons. Il a expiré brusquement et s'est frotté la mâchoire. Je savais que tu allais dramatiser. Le voilà encore. La réalité reformulée en émotion. J'ai perdu mon sang-froid, a-t-il dit. Je n'ai pas réfléchi. Non, j'ai dit que vous ne l'aviez pas fait. Il a baissé les yeux un instant. Puis s'est penché en avant. Émilie, écoutez-moi. Nous étions tous les deux sous pression. Nous sommes tous les deux malheureux depuis des mois. Alors pourquoi n'êtes-vous pas parti avant? Il a cligné des yeux. Ça a fait mouche. Parce qu'il a dit prudemment, j'essayais de maintenir les choses ensemble. Pour qui? Ses yeux se sont légèrement durcis. Tu veux l'honnêteté? Oui. Tu n'étais pas toi-même depuis la grossesse. Tout est devenu question de bébé. Chaque conversation était stress, facture, sommeil. Peur. J'avais l'impression de me noyer. Cela m'aurait fait mal autrefois. Maintenant, j'entendais simplement un homme expliquer pourquoi sa propre souffrance importait plus que les gens qui dépendaient de lui. Et Mélissa, ai-je demandé, il s'est figé. Une toute petite chose, mais suffisante. De quoi parlez-vous? J'ai soutenu son regard. Dites-le-moi. Ses épaules ont bougé. Voilà. Calcul. Il retravaillait la carte. D'accord, a-t-il dit enfin. J'ai fait des erreurs. Quelle importance cela a-t-il maintenant? Oui. Il a regardé au-delà de moi. Environ 6 mois. Noah a bougé dans le porte-bébé. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais ma voix est restée égale et les papiers de séparation. Ses yeux sont revenus vers les miens. Pour la première fois, une véritable alarme. Comment savez-vous cela? J'ai presque souri. C'est à ce moment-là qu'il a compris que quelque chose avait changé. Vous pensiez que je signerais tout ce que vous me mettiez sous le nez, ai-je dit. Il est resté très immobile. Je n'ai jamais dit ça. Oui, ai-je dit. Vous l'avez fait. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le silence s'est répandu entre nous. À la table voisine, Margaret a plié son journal lentement. Ryan l'a vu. Son visage a changé. Vous avez amené un avocat. J'ai apporté la vérité. Il s'est levé trop vite. Jésus-Christ, Émilie, qu'est-ce que tu fais? Non, ai-je dit, qu'avez-vous fait? Sa voix a baissé. Vous voulez me ruiner? Non. Je l'ai regardé fixement. Je veux que vous arrêtiez de prétendre que je me suis ruiné. Margaret est alors venue, calme comme l'hiver. Monsieur Carter, a-t-elle dit, à partir de maintenant, toute communication passe par votre avocat. Il l'a regardé, puis moi, et pour la première fois depuis la nuit de la pluie, j'ai vu de la peur, pas de la colère. De la peur. Il s'est rassis. Qu'avez-vous? Margaret n'a pas répondu immédiatement. Elle a ouvert un dossier et a sorti des copies, retraits bancaires, relevés de crédit, journaux d'appel, le rapport d'admission à l'hôpital, et enfin le message texte. Elle signera tout ce que je lui mettrai sous le nez. Il a regardé la page, et toute la couleur a fui de son visage. Mon Dieu, a-t-il dit. Il ne nous parlait pas. Il se parlait à lui-même. La version de lui-même qui avait supposé que personne ne rassemblerait jamais les morceaux. Puis il m'a regardé. Qui a fait ça? Ma voix était douce. Vous? Dehors, l'après-midi était redevenue grise. Il me regardait comme si j'étais devenue une étrangère. Peut-être que je l'étais.
Quand je me suis levé pour partir, il a prononcé mon nom une fois. Pas fort, juste une fois. Je me suis retourné. Pendant un instant, il a semblé presque humain à nouveau. Fatigué, effrayé, plus petit que l'homme qui m'avait laissé sous la pluie. Puis il a dit la chose qui a tout terminé. Tu ne comprends pas ce que cela va me coûter. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Puis j'ai dit, maintenant, tu comprends. Cette nuit-là, de retour au cottage d'amis, Daniel attendait sur le porche. Il a su à mon visage que quelque chose avait changé. Comment ça s'est passé? C'est fini, ai-je dit. Il a hoché la tête. J'ai cru que c'était la fin de la soirée. Puis il a fouillé dans la poche de son manteau et m'a tendu une petite enveloppe scellée, jaunie par le temps. Mon nom n'y était pas. L'écriture de ma mère y était. Je l'ai trouvée il y a 20 ans, a dit Daniel doucement. Et je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. Mes doigts se sont refroidis. Qu'est-ce que c'est? Ses yeux ont rencontré les miens. La dernière chose que ta mère a laissée derrière elle. L'enveloppe semblait plus légère qu'elle n'aurait dû l'être. Pendant près d'une minute entière, je n'ai pas pu l'ouvrir. Mes doigts se sont posés sur le papier, traçant le bord adouci là où le temps l'avait usé. 20 ans. 20 ans de foyer. D'accueil, de chambres empruntées, de formulaires scolaires avec des lignes vides où l'histoire familiale aurait dû être, d'anniversaires qui venaient et repartaient, sans personne qui connaissait le jour de ma naissance sauf moi. 20 ans à croire que quelque part dans l'histoire de ma vie, une porte s'était fermée parce que je n'étais pas assez. Maintenant cette porte était entre mes mains. Daniel se tenait près de la rampe du porche, me laissant de l'espace. Il n'a pas parlé. Moi non plus. Finalement, j'ai brisé le seau. À l'intérieur se trouvait une feuille de papier pliée. L'écriture était régulière au début, puis plus fine vers le bas. Émilie, si jamais tu lis ceci, cela signifie que je ne suis pas allé assez loin. J'ai arrêté de respirer. Je l'ai relu plus lentement. Je veux que tu saches une chose avant tout. Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer. Je suis parti parce que je t'aimais plus que je ne pouvais survivre en restant. Ma vision s'est brouillée. Je me suis assise sur les marches du porche parce que, soudain, mes genoux ne me semblaient plus fiables. La nuit était froide, mais je la sentais à peine. Elle a écrit qu'elle avait essayé pendant des mois de partir discrètement. Elle avait caché de l'argent dans une boîte à café derrière la cuisinière. Elle avait fait un petit sac. Elle avait mémorisé les horaires de bus. Elle avait appelé Daniel parce qu'il était la seule personne qu'elle croyait qu'il viendrait. Et puis la phrase qui a brisé quelque chose en moi. Si tu grandis en croyant que je t'ai abandonné, ce sera la chose la plus cruelle qu'il ait jamais faite. Pendant longtemps, je n'ai pas pu lire au-delà de ça. Toute ma vie, je m'étais construite autour de l'absence, autour de cette vieille question silencieuse que les enfants ne disent jamais à voix haute parce que la dire la rend réelle. Pourquoi n'est-elle pas restée? Pourquoi n'est-elle pas revenue? Maintenant, en 6 lignes, la forme de ce chagrin a changé. Elle avait essayé. Elle avait essayé. J'ai fini la lettre avec des larmes coulant sur mon visage. À la fin, elle a écrit « Sois gentille, mais pas petite. Sois courageuse, mais pas imprudente. Et si quelqu'un t'apprend à vivre dans la peur, par avant que la peur ne devienne ta maison. » Il n'y avait pas de signature, juste maman. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. À un moment donné, Daniel est descendu et s'est assis une marche en dessous de moi. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé. Pourquoi? Pour avoir eu 20 ans de retard. Il ne l'a pas dit comme une supplication. Juste la vérité.
J'ai pensé à la route, à la pluie, à Noah contre ma poitrine, au phare qui s'arrêtait. Vous êtes venu, ai-je dit. Il a baissé les yeux. Oui, c'était suffisant. Le divorce a ensuite avancé plus vite. L'avocat de Ryan a insisté. Pour un règlement discret. Margaret a riposté plus durement. La preuve de l'abandon, la dissimulation financière, l'exposition à la dette et le risque documenté pour un nouveau-né avaient changé l'équilibre. Au final, il a accepté des conditions qu'il n'aurait jamais imaginées un mois plus tôt. La garde principale est restée avec moi. Il a assumé la responsabilité de la dette personnelle qu'il avait cachée. Les comptes joints ont été divisés sous supervision. Il a gardé la maison. Je l'ai laissé faire. À ce moment-là, j'avais compris quelque chose que je ne savais pas auparavant. Les murs ne font pas un foyer si la peur y vit. Je l'ai vu une dernière fois au tribunal de la famille. Il avait l'air plus âgé. Pas brisé, pas détruit, juste plus âgé. Cela comptait pour moi. Je ne voulais pas de ruine. Je voulais la vérité. Quand nous sommes sortis dans le couloir après, il m'a arrêté. Émilie ? Je me suis retourné. Pendant une seconde, aucun de nous n'a rien dit. Puis il a demandé, « Tu me détestes ?» J'y ai réfléchi. Honnêtement. Non, ai-je dit. Il a semblé surpris. Pourquoi pas? Parce que la haine vous lie à la personne qui vous a blessé. Parce que la rage peut vous sauver dans le feu, mais c'est une chose terrible. Pour construire une maison avec. Parce que Noah méritait une mère capable d'avancer. Tu n'auras plus autant de moi, ai-je dit. Il a baissé les yeux. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Le printemps est arrivé lentement cette année-là. La Pennsylvanie prend toujours son temps avec cela. Les arbres sont restés nus plus longtemps que prévu. Puis, un matin, il y a des bourgeons verts sur les branches, et toute la ville a l'impression de se souvenir comment respirer. En avril, j'avais loué un petit duplex de 2 chambres à 10 minutes de Harrisburg. Rien d'extravagant, un porche étroit, une petite cuisine, une boîte aux lettres fissurée. C'était parfait. J'ai trouvé un travail à temps partiel dans un cabinet d'aide juridique à but non lucratif. Étrange comme la vie fait des boucles. Principalement de l'accueil, des papiers. De la planification, des réponses au téléphone, un petit travail, un travail. Honnête, un travail qui payait assez pour recommencer. Daniel m'a aidé avec des choses pratiques quand je le laissais faire. Un berceau, une machine à laver. D'occasion, une recommandation de pédiatre, rien d'extravagant. Il n'a jamais essayé de me sauver. C'était l'une des raisons pour lesquelles je lui faisais confiance. Un après-midi, il est venu avec du café et s'est assis sur le porche pendant que Noah dormait à l'intérieur. J'ai mis quelque chose en place, a-t-il dit. Quel genre de quelque chose? Un fonds universitaire. J'ai ouvert la bouche pour protester. Il a levé la main. Pas pour vous, pour lui, Daniel. Ce n'est pas un paiement, a-t-il dit doucement. C'est une promesse. Je l'ai regardé longuement. Puis j'ai hoché la tête. Cela me semblait juste. Une promesse tenue, non pas tournée vers le passé. Début. Mais, il a encore plu. Pas fort, juste une pluie printanière constante. Je me tenais à la fenêtre avant, tenant Noah, regardant les gouttes glisser sur la vitre. Pendant une seconde, j'étais de retour là, route froide, ciel sombre. Feux arrière disparaissant. Mais cette fois, le souvenir ne me possédait pas. J'ai baissé les yeux sur mon fils. Il était au chaud, en sécurité, à moitié endormi, une petite main enroulée contre mon pull, et soudain, j'ai compris ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Ryan pensait m'avoir abandonné. Il ne l'avait pas fait. Il m'avait poussé hors d'une vie,
et sans le vouloir, dans la vérité d'une autre. La pluie ne m'avait pas achevé. Elle avait mis fin au mensonge. Daniel est monté sur le porche 1 minute plus tard. J'ai ouvert la porte. Il a souri à Noah. Puis il m'a regardé. Ça va? J'ai regardé au-delà de lui, vers la pluie, puis vers la petite maison chaleureuse derrière moi. Oui, ai-je dit. Et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir. C'était complètement vrai. La vengeance, j'ai appris, n'est pas toujours la destruction. Parfois, c'est survivre assez longtemps pour devenir inatteignable. Parfois, c'est refuser de laisser les personnes qui vous ont blessé décider ce que votre vie signifiera. Et parfois, la justice la plus profonde est celle-ci, l'enfant qui se tenait autrefois sous la pluie grandit, entre à l'intérieur, ferme la porte, et se sent enfin en sécurité. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un qui a continué d'avancer alors que la vie lui donnait toutes les raisons de s'arrêter, prenez un instant et accrochez-vous à cela. Parfois, les personnes qui semblent les plus fortes sont simplement celles qui ont survécu le plus longtemps. Et si vous croyez que la vérité compte, que la dignité compte, et que recommencer est parfois la plus brave des vengeances, partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez plus d'histoires comme celle-ci, je serais honoré de vous revoir ici.